Bien, 1 minute, puis après ça, à 1 minute 20, comme ça, là, je commence ma conclusion. OK? C'est un changement Oui, de je mindset. sais. Mais là, je le sais, je fais des affaires. Non, c'est beau, là, ça me Comme ça, là, je En commence fait, ce n'est pas si le Mon nom est Marc-Olivier Ducharme. Je viens vous parler des Fab Labs et d'EcoFab. Donc, les Fab Labs, c'est un réseau international de 300 laboratoires. Ce sont des centres d'innovation et de fabrication numérique où on fait autant de la fabrication d'objets utiles qu'inutiles, artistiques, de design, d'ingénierie, d'invention. Donc, c'est des lieux ouverts où on fait du développement et de l'innovation ouverte pour les citoyens et par les citoyens. Donc, on invite les gens à venir dans ces centres-là pour expérimenter avec différentes technologies numériques de création. C'est un réseau qui existe depuis le début des années 2000, qui s'est largement développé au cours des 3 ou 4 dernières années. Donc, on compte aujourd'hui 8 Fab Labs qui sont en activité au Québec. Donc, en 2012-2013, avant notre déménagement dans le quartier de l'innovation, on a mis en place un projet d'innovation ouverte qui visait à irriguer des jardins de toit, jardins de balcon, pour faciliter l'agriculture urbaine. Dans ce projet-là, l'idée, c'était de fabriquer un système open source qui serait facilement adaptable à différents milieux pour Montréal et pour ensuite le répandre à l'international. Au Québec, les Fab Labs, c'est un concept qui est relativement neuf. Nous, on a bon espoir que dans quelques années, Montréal deviendra une Fab City avec des Fab Labs dans tous les quartiers. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Dufour. Je viens vous parler du site Internet du Parcours Riverain qui est accessible sur le portail de la Ville de Montréal. Ce site Internet a pour but de faire découvrir l'histoire et le patrimoine des rives de toute l'agglomération de Montréal. Les rives sont des lieux d'établissement anciens où on retrouve un riche patrimoine composé de bâtiments, d'anciens noyaux villageois, de parcs, de vues, de sites archéologiques, par exemple. L'ensemble de ces éléments-là sont reliés par une série de chemins anciens qui forment ensemble une boucle d'environ 180 km qu'on appelle le Parcours Riverain. On retrouve sur le site Internet des informations générales sur l'histoire des différentes localités traversées par le Parcours Riverain. Également, une carte interactive qui permet d'accéder à des informations sur 900 éléments patrimoniaux qu'on peut faire afficher en fonction des intérêts de l'utilisateur sur différentes thématiques historiques. On retrouve aussi une identification de destinations patrimoniales qui se prête bien à une découverte à pied. Une particularité du site Internet, c'est qu'il est en données ouvertes, ce qui permet une libre utilisation des données par des tiers. Donc, ces données-là sont libres de droit et accessibles pour être utilisées afin d'enrichir d'autres types de projets, que ce soit, par exemple, des projets d'aménagement ou des projets de circuit. Comme on souhaite que le grand public découvre le plus possible le parcours riverain sur place, on est en train de développer une application mobile qui va permettre de combiner activités récréatives avec découverte du patrimoine. Donc Yannick Guégan, je fais partie du collectif Audiotopie. Audiotopie, c'est le croisement de l'art, de l'aménagement et de la sociologie. Notre champ de recherche est l'expérience dans la ville. Et à travers des scénarios, des analyses, des parcours, nous allons amplifier cette expérience urbaine. Alors nous avons déjà une vingtaine de parcours que nous avons réalisés à Montréal, où les citoyens peuvent donc les télécharger gratuitement depuis nos applications et notre site internet. Alors tous ces projets commencent par un processus participatif où nous allons inviter les citoyens à nous livrer au fond leur perception de la ville. Et à partir de cette perception qui est différente selon que ce soit un jeune, un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, nous allons enrichir la création et créer le scénario. Ce que nous allons faire aussi, c'est au fond travailler sur les ambiances. Donc on va procéder par une analyse des ambiances, les qualités d'un lieu, les sensorialités de la ville, qui vont aussi permettre de développer un scénario immersif. Dans un troisième temps, nous allons observer l'usage des lieux et nous allons regarder comment les citoyens interagissent dans un lieu. Et à partir de là, nous allons amplifier cette interaction ou jouer avec pour proposer une nouvelle type d'expérience
qui vient en fait s'ajouter à l'expérience réelle de la ville. Alors tous ces parcours forment finalement maintenant une sorte de ville audio-guidée, une ville numérique interactive qui vient se superposer finalement à la ville réelle. Mon nom est Mélanie Poitras. Je vais vous parler des formations numériques de la Bibliothèque L'Octogone dans l'arrondissement La Salle. Les formations numériques ont débuté à l'hiver 2012 suite à la demande d'un usager qui est arrivé avec son portable et voulait des explications sur comment utiliser son portable. C'est un monsieur qui est à la retraite et souvent, c'est des gens qui se font donner des portables, mais l'explication ne vient pas après, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. On a décidé de l'aider, on est allé d'avant avec ça et il est revenu quelques fois et alors on a créé ce qu'on a appelé les cliniques du portable. Je m'assoyais avec 2-3 personnes, ils venaient avec leur portable, je leur donnais un petit devoir, je leur demandais de m'écrire les questions qu'ils avaient et j'essayais d'y répondre. Alors au printemps suivant, on a décidé d'essayer d'autres formations numériques comme ça et ça a très bien fonctionné. En plus, ça coïncidait avec une nouveauté qui est le prêt de livres numériques avec prêt numérique. Des fois, il y a des gens qui ont des petits problèmes, ne savent pas trop comment ça fonctionne, alors on prend un petit rendez-vous, on va s'asseoir puis j'essaie le mieux possible de les aider avec ça. Toute l'aide à l'usager que je peux faire, que ce soit la référence, les formations, les activités avec les enfants, j'adore ça. Je me présente, Céline Vaillancourt. Je travaille sur le projet Saint-Laurent Mouvement. Saint-Laurent Mouvement, c'est une priorité de l'arrondissement de Saint-Laurent. Ce projet a pour objectif de mettre en valeur tous les attraits naturels, patrimoniaux, historiques, culturels de Saint-Laurent. L'arrondissement a connu une très, très forte croissance dans les 10 dernières années, près de plus de 20 %. Et on souhaitait développer, favoriser un sentiment d'appartenance auprès des citoyens. Nous avons développé des outils touristiques, une vidéoprojection, une carte imprimée et une application mobile. La vidéoprojection historique a été créée en collaboration avec le Bureau du design à Montréal. Nous avons fait un concours et les lauréates, Sarah Ouellette et Elisabeth Laferrière, nous ont proposé une histoire sans mots avec des immenses images et de façon très design et ludique de raconter l'histoire de Saint-Laurent. Nous avons également lancé une application mobile qui comprend toute l'offre touristique de Saint-Laurent, en plus de ses activités et un audio-guide. Cette année, nous avons lancé également une nouvelle vidéoprojection. En fait, nous la lançons le 26 septembre, Journée de la culture à Saint-Laurent. Elle a été réalisée et créée par les mêmes créatrices que l'année dernière. Elle va s'intituler L'Étincelle et elle va relater l'histoire de Racouni, un petit personnage qui va s'éveiller à la culture à Saint-Laurent. Alors, nous vous invitons tous, tout au long de l'année, à venir voir cette vidéoprojection, télécharger notre application mobile et profiter des activités à Saint-Laurent. Martin-Philippe Côté, on a eu le plaisir d'accueillir dans le cadre de la 2e Biennale des arts numériques en mai dernier Samuel Saint-Aubin dans le cadre de son exposition Des choses et d'autres. Ce qui est intéressant avec Samuel Saint-Aubin, c'est que même s'il travaille les arts numériques, il y a toujours un niveau très, très accessible, très ludique. Il s'approprie des objets du quotidien, que ce soit une tasse, une assiette ou différents éléments, et il en détourne le sens, ce qui fait que le public non averti, a tout de suite un intérêt très ludique envers ces objets et les gens plus initiés, disons, à l'art contemporain peuvent avoir une perception peut-être un peu plus bonifiée du sens profond de l'œuvre de Samuel. Donc ça, présenter des expositions comme ça dans le cadre du réseau d'Accès Culture des maisons de la culture de la Ville de Montréal et des diffuseurs de la Ville de Montréal, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, c'est la première porte d'entrée pour le grand public aux expositions, aux arts contemporains en général. Et dans ce cas-ci, le réseau s'est associé à la Biennale des arts numériques justement pour diffuser dans le cadre de la Biennale des expositions dans ces salles d'exposition à Montréal. Donc, les maisons de la culture, les diffuseurs s'inscrivent vraiment comme des lieux de diffusion de première ligne dans les différents quartiers de Montréal et ça contribue au développement de Montréal comme ville intelligente qui donne accès à la culture et aux arts en général sous toutes ses formes. Mon nom est Thierry Robert et je suis ici pour parler du rôle primordial des bibliothèques dans le déploiement de la ville à la fois intelligente, mais aussi solidaire. Solidaire parce que les 45 bibliothèques de la Ville de Montréal ont comme mission de s'assurer que chaque citoyen
participent à cette nouvelle discussion. Quand on pense que 15 des citoyens n'ont pas accès à Internet, c'est important de donner des espaces de travail collaboratifs, du Wi-Fi, mais aussi des postes informatiques dans chacune des bibliothèques. Et c'est aussi pour s'assurer de donner d'avoir accès au savoir, peu importe le médium, que de plus en plus de bibliothèques donnent accès à des iPads. Mais en plus de donner accès à des ressources, les bibliothèques elles-mêmes deviennent de plus en plus techno. Sur notre site Web, on a une bibliothèque numérique qui donne accès à 10 000 livres à télécharger, mais aussi des cours et des journaux internationaux. On a aussi notre catalogue et nos statistiques qui sont en données ouvertes. Et il y a même un de nos usagers qui a décidé de faire une application pour savoir quels étaient les livres les plus lus dans chaque arrondissement. Donc, vraiment un exemple de participation citoyenne. Mais quand on parle de ville intelligente, on parle aussi de relations avec les citoyens. Et c'est pour cette raison que les bibliothèques sont maintenant présentes sur 8 différents médias sociaux pour s'assurer qu'on puisse interagir avec les citoyens partout. On organise aussi des journées de co-design et des journées contributives pour s'assurer que les citoyens développent du contenu original pour s'approprier davantage leur bibliothèque. Bref, quand on parle de bibliothèque, on pense tout de suite que c'est des éléments pivots pour s'assurer de la réussite de la ville intelligente et solidaire. Bonjour, je suis Richard Langevin et la Société des arts technologiques, la SAT, est bien heureuse de présenter ici un projet avec la bibliothèque Marc Favreau. Le projet qu'on appelle Marc Favreau Remixé. C'est quoi Marc Favreau Remixé? Eh bien, c'est un beau projet qui essaie de mettre ensemble un peu le contenu et le contenant. Le contenu, c'est un peu, toutes les archives sur Marc Favreau avec des gens qui connaissent ou qui ont bien aimé toute l'œuvre comme telle. Et c'est tout le monde théâtral, visuel, la langue, le français, l'humour, et d'y donner une touche contemporaine avec les outils d'aujourd'hui qui sont le travail en direct, visuel et sonore. Donc, ce qu'on appelle le DJing et le VJing. C'est des instruments ou des logiciels que les jeunes connaissent plus un peu, et c'est pour ça qu'on veut que le projet soit intergénérationnel, pour que les natifs du numérique puissent travailler avec des gens plus âgés qui connaissent ou qui ont connu bien l'œuvre de M. Favreau pour mettre ensemble les gens du contenu et du contenant, pour qu'ensemble, ça devienne une œuvre, à la toute fin, au final, une œuvre vidéo, une murale interactive, ou en tout cas progressive, où là, on a en direct, on peut avoir un événement en direct, mais on a une œuvre vidéo sur la carrière, sur des grands moments, sur le côté événementiel, mais tout ça mixé en direct à partir des technologies que les jeunes vont contrôler plus. Mais le projet, c'est de donner des ateliers sur ces techniques-là et d'aller numériser aussi des archives et de créer un scénario avec les gens de diverses générations pour arriver à une œuvre finale. Donc, je m'appelle Mickaël Charpin, je travaille pour le partenariat du quartier spectacle et je suis responsable des infrastructures technologiques pour ce territoire de 1 km² dans le centre-ville. Il s'agit d'un important réseau de fibre optique, d'Internet sans fil, de fontaines interactives, de systèmes de sonorisation et d'éclairage, et aussi du plus grand réseau permanent de façades de vidéoprojection. Donc on appelle ça le laboratoire numérique urbain. Les investissements en infrastructure et en équipement ont été réalisés et les créateurs peuvent donc utiliser cette boîte à outils et se concentrer sur la création. Ils peuvent aussi s'appuyer sur l'expertise du partenariat en matière d'intervention dans l'espace public. Donc, le quartier des spectacles est un terrain de jeu exceptionnel disponible 365 jours par année pour des équipes multidisciplinaires qui viennent tester de nouvelles choses. Ça a été une rampe de lancement pour beaucoup d'entre eux dans le domaine des arts numériques et des interventions interactives et participatives. Donc concrètement, le laboratoire numérique urbain a permis de voir apparaître des installations comme les 21 balançoires, mégaphone ou encore luminothérapie. Luminothérapie, c'est un concours qui, depuis 5 ans maintenant, appelle à la création d'œuvres monumentales et interactives sur la place des festivals. On travaille aussi un second volet de vidéoprojection qui vient habiller l'ensemble des façades de projection. Finalement, le quartier spectacle, c'est un espace d'expérimentation et d'innovation et c'est une vitrine de la créativité montréalaise. Ce qui m'inspire à Montréal, en un mot. Qu'est-ce qui m'inspire à Montréal?
Qu'est-ce qui m'inspire à Montréal en un seul mot? Les gens. L'histoire. Diversité. Le design. L'aide à l'usager. La créativité des artisans. Laboratoire. Je dirais le moindre détail, mais... Montréal.